vais juste vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour la prise en charge des chiens en box. Déjà, quand on arrive au box, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se présente? Comment on fait pour observer un petit peu le chien? Ouais, vous pouvez regarder sa réaction à la présentation effectivement au box. Au-delà de ça, on appelle le chien et vous pouvez gratuitement une première fois récompenser. Rien que dans la façon de prendre une récompense, vous aurez plein d'indices. Entre le chien qui n'ose pas venir la chercher, le chien qui vient la chercher en étant très content, très joyeux, qui ne se pose pas de questions, le chien qui arrive, qui vient, qui prend du bout des dents et qui repart vite, etc., etc., vous aurez déjà des indices. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, en fonction de la façon dont vous le percevez, vous pouvez reprendre une ou deux récompenses à la main et en entrant dans le box, soit vous demandez avant même d'entrouvrir, soit moi souvent ce que je fais, c'est que j'entrouvre la porte. Quand je dis j'entrouvre, c'est juste je défais le loquet mais je la maintiens fermée et je vais demander au chien assis en levant la main en l'air. Et au moment où je rentre, je maintiens ce assis et je récompense au moment où je rentre. Pourquoi? Ça m'apporte quoi de récompenser quand je rentre? Ça a surtout pour objectif une notion positive, c'est-à-dire une perception positive de votre approche et aussi surtout que le chien ne se faufile pas dans vos jambes au moment d'ouvrir la porte. Ok, ensuite Zélia, tu récupères ton harnais que ta collègue te passe en rouvrant la porte. Très bien. Ma laisse à moi dans l'exercice, on est d'accord, elle n'existe pas. Celle de Zélia par contre, elle existe. Et Zélia, je vais te demander de mettre le harnais à ton chien. Ok, puis d'attacher ta laisse. Ok, alors pourquoi ça ne me va pas? Elle s'est baissée en fait dans toutes ces manipulations. On a de la chance parce que Astra là à l'extérieur est très sympa. Typiquement en box avec Astra, tu en serais strictement incapable. Donc on a dit, le petit stress qu'on a à l'entrée du box, on ne peut pas l'enlever. Il est normal, il est naturel. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit, gérer au mieux tous ces gestes techniques de façon à limiter et contrôler le risque. Astra, viens. Ouais. C'est pas si mal, mais on peut faire mieux. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est d'avoir en fait cette présentation-là, c'est-à-dire une présentation tête à cul. Ferme la grille, ferme-la, ferme-la. Ouais. Passe la main avec ta récompense entièrement dans le harnais. Voilà. La main avec la récompense. Lâche ta laisse. Voilà. Remets-la sur toi. Et descends le harnais. Voilà. Là. Tu ouvres avec cette main-là. Tu as des récompenses dans l'autre main. Et tout de suite, tu mets au lasso. Plusieurs petits éléments avant qu'on commence. Premier conseil, je vous invite ce matin à profiter de ce que vous allez faire. Parce que je vous préviens, hélas, cet après-midi, vous aurez certainement des chiens moins réceptifs. Et donc, logiquement, vous pourrez aller moins loin dans le travail. Le moment où vous prenez un chien en main est très important. Les 10, 15, 20 premières secondes sont très importantes pour que votre chien construise la perception qu'il va avoir de vous. C'est-à-dire qu'il comprend que vous payez hyper bien, que vous récompensez beaucoup et qu'il se focalise à fond sur vous. Et bien c'est quelque chose qui risque de vachement perdurer pendant votre temps de travail. Donc c'est super important, c'est une chance que vous avez par ailleurs de le faire comme ça, ici avec des chiens que vous ne connaissez pas. C'est un truc qui est très dur à faire avec son chien au quotidien. C'est-à-dire maintenir cet attrait systématique, ses yeux qui brillent, etc. Alors que le chien, au bout d'un moment, il vous banalise un petit peu. Mais il vous banalise, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que vous le banalisez. Le plus important, le truc que vous devez développer le plus rapidement possible, c'est le regard de votre chien. Votre chien doit apprendre absolument, impérativement, à vous regarder. Ce travail de réceptivité, il est assez simple. Rappelle-moi son petit nom, Texas. Texas, laisse. C'est un travail qui va toujours se faire par opposition à ce qui intéresse mon chien. Texas, laisse. Oui, très bien. C'est-à-dire que si mon chien est intéressé par un truc qui se passe là-bas, le travail de l'ordre tu laisses va se faire à 180 degrés en opposition. Texas, laisse. J'aspire à moi. Dès que mon chien pose son regard sur moi, je valide, je récompense. Ma laisse est courte mais détendue. Texas, laisse. Aspiration à moi. Je peux récompenser avec un ratio relativement régulier. Et je me déplace. Et quand je me déplace, je peux renforcer tous les comportements d'initiative. Évidemment, je reste très attentif à mon environnement pour ne pas aller croiser de trop près un autre chien et que ça s'accroche. Et vous vous déplacez assez librement, vous ne vous enfermez pas dans votre espace, vous changez de position dans le groupe,
vous faites des allers-retours. On s'arrête déjà parce que vous êtes tous en train de faire une erreur fondamentale dans votre travail. C'est que j'ai voulu vous faire la démonstration de quoi? Du focus et surtout du tu laisses. Il semblerait que je n'ai pas assez insisté sur un point. Est-ce que je vous ai dit de renforcer les comportements d'initiative? Oui, et vous le faites pas suffisamment. Et vous êtes en train, j'ai voulu vous faire la démonstration à plusieurs reprises de comment je reprends la réceptivité. Et du coup, vous êtes en train de faire à tort exactement la même chose que moi. C'est-à-dire que vous avancez jusqu'à ce que votre chien se focalise sur le chien d'en face. Et après, vous demandez un tu laisses. Mais qu'est-ce qu'on veut, nous? Un chien qui est focus sur nous ou un chien qui se focalise et qui décroche sur les autres chiens? On cherche un chien qui maintient le focus sur nous. Je vous refais donc une démonstration appropriée, mais vous allez dire c'est moins intéressant. Ça, oui, super Lou, très très bien. Maintien à la voix, pas toujours la friandise, très bien. Texas, tu laisses, ouais Lou, super. Et je me balade dans le groupe. Et je maintiens du focus. Et je change régulièrement, très bien, super Loulou, top. Et je me balade. Voyez ce que vient de faire comme erreur Chuming. Est-ce qu'elle a beaucoup récompensé Chuming? Un petit peu, oui, et là à la fin, moins. Jusqu'à ce que quoi? Il aboie. Quand il a aboyé, qu'est-ce qu'elle a fait Chuming? Elle a demandé tu laisses, récompense. Le risque, c'est qu'à un moment donné, votre chien comprenne quoi? Que finalement, on est récompensé quand quoi? Quand on aboie et qu'on arrête. Et là, vous voyez typiquement depuis le début de mon explication, je suis en train d'expliquer ça. Est-ce qu'il te regarde ton chien? Pas mal. Est-ce que tu l'as récompensé? 0. Et le risque, c'est que si là, il se met à aboyer sur un autre chien, Chuming, elle lui dit tu laisses, récompense. Et le chien se dit mais en fait, le but du jeu, c'est pas de la regarder. C'est de réagir sur les autres chiens, d'attendre qu'elle me dise tu laisses et d'être récompensé. Léo, assis, très bien, pas bouger. Je recule d'un pas, je reviens. Ce que je veux, c'est récompense, puis temps d'attente, et enfin, va, ordre libératoire. Donc, votre consigne, l'ordre, d'accord, c'est votre consigne. Ensuite, le chien donc produit le comportement. Vous validez le comportement par la récompense. Vous laissez un léger temps d'attente, puis vous libérez. Quelle erreur elle a fait, Marie-Astrid? Sa chienne était en train de regarder les autres chiens et de sentir par terre et machin, et elle lui dit assis, assis, assis. Si elle dit assis, alors que la chienne ne la regarde pas, la probabilité pour qu'elle s'asseye est sincèrement proche de 0. Donc la priorité, avant de donner un ordre, c'est d'abord d'obtenir le regard. Moi d'ailleurs, avant de vous donner une consigne, maintenant je vous ai dit stop, on s'arrête, je prends votre attention un instant. Et ça veut dire on me regarde, je vais donner une consigne. Et vous avec votre chien, c'est pareil. Si vous donnez la consigne dans le vide alors qu'il ne vous regarde pas, vous risquez d'avoir un chien peu attentif. Ceux qui n'ont pas de chien, je vous laisse s'il vous plaît vous rediriger vers un chien que vous n'avez pas eu. Ils ont 2-3 minutes pour bosser un peu de assis pas bouger, un peu de focus général. Et après on va tout de suite amener d'autres consignes, notamment sur le travail du rappel simple et du rappel au pied, qui vont bosser en parallèle. Alors on va regarder Chuming là-bas. Quel est le problème? C'est que là, elle est un petit peu, on va voir ce qu'elle fait. Elle était un petit peu en train d'attendre l'échec. Au-delà de ça, quelle est l'autre erreur que vous avez forcément vue? Il n'y a pas eu d'ordre libératoire. Donc, l'heure, pas d'ordre libératoire et un peu trop d'attente, je pense, sur l'ordre. On va regarder Maureen. Ouais, tant que ça maintient le pas bouger, ça va. Alors, pourquoi c'est pas bon du tout? En fait, une fois qu'un chien maîtrise correctement le rappel d'un côté, le pas bouger de l'autre et machin, on peut additionner. Mais quand vous en êtes à une phase de découverte du chien et que vous voulez bosser le pas bouger, le dernier truc qu'il faut faire, c'est de le récompenser en le faisant revenir. Sinon, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques pas bougés? Vous le mettez au pas bouger, vous reculez, qu'est-ce que fait le chien? Ben, il revient, puisque c'est là qu'il est récompensé. Donc, surtout, on ne fait pas se relever le chien avant l'ordre libératoire. Sur votre assis, n'ayez pas peur d'une gestuelle qui va vraiment de bas en haut. Et plus qu'une gestuelle haute, plutôt une gestuelle qui va de bas en haut. C'est bien, on va avoir timing de récompense plus ordre libératoire. Ok, le tu laisses, il peut le valider, c'est bien puisqu'il n'y a pas eu de réactivité ni rien. On va voir ce qu'il amène sur un peu de travail de pas bouger simple. Alors, main à la pochette avant de donner l'ordre. Ensuite, là, il a un truc dans la main maintenant. Il range la main derrière, mais du coup, il n'y a plus de gestuelle. Et c'est dommage parce que c'est quand même super important la gestuelle, encore plus avec un chien qui change beaucoup de personnes. Parce que autant la voix, elle peut changer, l'intonation peut changer, autant la gestuelle, c'est quand même un indice assez fiable. Là, reprise de focus, main en bas, et on remonte la main. Tout ce qu'on va voir au fur et à mesure. Là, on va travailler ensemble sur le rappel simple, viens, et le rappel au pied. Et on va chercher à dissocier les deux. Attention, ça ne veut pas dire que à la suite de mon explication, vous ne faites que ça. Tout ce qu'on va voir durant la matinée, ça va s'additionner. On a vu le focus, on a vu le assis pas bouger.
de façon très simple pour le moment. Et on va y rajouter le rappel simple et le rappel au pied. Donc à partir de maintenant, du moins après mon explication, vous pourrez travailler et le focus avec l'ordre tu laisses, et le assis pas bouger, et le rappel simple et le rappel au pied. Il est en train de faire plutôt du quantitatif ou du qualitatif? Énormément de quantitatif. Et donc là, il va peut-être même plus perdre en qualité d'apprentissage qu'il va gagner. Parce qu'il en demande énormément, il laisse 0 temps de décrocher. Donc la chienne, elle décroche un peu. Et au-delà de ça, il y a quelques sujets de gestuels qui font qu'elle ne se place pas très bien. C'est qu'en fait, il ne l'amène pas assez loin derrière lui pour faire demi-tour. Et du coup, elle ne se place pas tout à fait comme il faut. Dans 1 minute, on travaille la marche au pied. Du coup, on ne le fera pas avec Astra, parce que là, nos apprentissages ne seront pas pertinents. Sur une louloute comme ça, vous allez décomposer vos apprentissages en mini-sessions, quitte à le faire 10 fois par jour, mais micro-sessions de travail de réceptivité, de lien et autres. Je vous expliquerai très rapidement sa petite histoire, car rien d'exceptionnel, juste qui démontre l'incroyable incapacité des gens à faire des efforts pour quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à acheter un chien à 2000 €. Mais par contre, derrière, faire le moindre effort ou le moindre travail d'éducation est trop compliqué. Alors moi, c'est un truc que je trouve toujours incroyable, hein, c'est que les gens vont acheter aujourd'hui des chiens qui tournent. Allez, aujourd'hui, vous n'avez plus beaucoup de chiens en dessous de 1500 €. On a des clients des fois qui prennent des chiens, on a eu des clients qui ont pris des chiens à 3 000 à 4 000 €. Hein. Et pour autant, quand il faut faire des cours et qu'ils ont 200 € ou 300 € de cours d'éducation, ah bah, ça fait très cher. Bah, sincèrement, hein, prenez un chien pas cher, hein, allez le chercher en refuge, et puis prenez des cours d'éducation, ce sera plus pertinent que d'acheter un chien à 2000 € et de ne pas l'éduquer, quoi. Et ce que je voulais te montrer, c'est que si jamais tu te mets ici en opposition sur ta laisse et que tu tires en continu, tu vas avoir peu de force. Ce que je préfère que tu fasses, mais qui ne me fait pas pour le coup, c'est que tu te mettes non pas en opposition en traction continue, mais je vais chercher à me rapprocher un chouille là-bas, mais une petite impulsion que tu redétends derrière. Je veux pas que tu mettes de force en fait dans ce que tu fais, c'est s'il tire, petite impulsion et je remets de la souplesse. Sinon on travaille de réceptivité. Zalko, ouais, il est top. Donc logiquement, Zalko, laisse, ouais, très bien. Zalko, pied. Ok, il se place à la jambe, très bien Lou. Pied. Ouais, là, pied. Très bien, super. Pied. Ouais, très bien, super. Petite marche. On finit toujours par un arrêt. Un statique ou assis. On attend quelques secondes. Va, on libère. Petit cœur, stop. Assis. Assis. Ok. Donc j'avance main en l'air. Je vous refais la même démo. Sans main en l'air et sans avancer pour que vous puissiez voir. Va. Petit cœur, stop. Assis. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait demi-tour et il est revenu vers moi. Va. Donc là, c'est vraiment important. Petit cœur, stop, assis. J'ai un demi-tour sur lui-même. Il ne ravance pas vers moi. Je n'ai pas une patte reposée dans ma direction. Je valide, je récompense. Et on va recommencer 2-3 fois. Va. Alors évidemment, là, c'est à longueur de laisse. Donc c'est peut-être un petit peu moins parlant encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Va après au fur et à mesure. On va basculer en longe jusqu'à être capable, je sais pas moi, d'avoir un stop assis à 10 mètres, 20 mètres. Mon chien est situé à la place d'Emilie. Je suis capable, stop assis, de lui demander de s'arrêter, de s'asseoir. Ça a quelle utilité ça? Ouais, quand j'ai du libre et que je veux que mon chien s'arrête et bouge plus parce qu'il y a un cycliste qui passe ou autre. Et que je veux pas forcément un rappel à moi parce que j'ai pas le temps, j'ai pas la distance ou autre par rapport par exemple au passage du cycliste. Depuis le début de la formation, je vous parle de ne pas être dogmatique, de ne pas être binaire, c'est pas noir ou blanc. Imaginez deux binarités différentes. La binarité du oui, mais moi je veux sauver le plus de chiens possible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez en sauver le plus possible d'un point de vue quantitatif? Franchement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les plus faciles, les plus gentils, les plus jeunes. D'accord? Et là vous allez placer, vous allez faire du chiffre. Donc là, on pourrait se dire, bah ouais, mais attends, à un moment donné, éthiquement, il vaut mieux en sauver 2, 3 ou 4 plutôt qu'en sauver 1. Et donc, on pourrait se dire, allez, on fait le choix des plus faciles. Mais parallèlement à ça, quand on y réfléchit bien, le plus difficile, c'est souvent aussi celui qui, à votre avis, a déjà eu les conditions de développement les plus merdiques. Celui qui a déjà été maltraité, celui qui est resté enchaîné, qui n'a rien vu de sa vie, qui n'est pas sorti de la maison ou de la cave ou du garage. Et donc, plus il a été maltraité dans sa vie, plus évidemment vous avez un impact comportemental. Et donc finalement, être binaire et dire on prend les plus jeunes, les plus… c'est aussi
laisser se faire euthanasier celui qui a certainement subi les conditions de maltraitance les plus importantes. Or, dans la société protectrice des animaux, le rôle est quand même de protéger ceux qui en ont le plus besoin et potentiellement ceux qui ont le moins de chances d'être abandonnés. On pourrait se dire parallèlement à ça, alors on prend les pires. Et si on prend les pires, on va sauver certainement ceux qui en ont le plus besoin. Parce qu'il ne faut pas rêver, le petit chiot, d'autres refuges vont les prendre et les mettre à l'adoption. Donc on pourrait se dire on prend les plus compliqués. Si on prend les plus compliqués, on se retrouve par opposition avec parfois des blocages d'adoption, c'est-à-dire, je sais pas moi, 50% de votre chenil qui ne bouge pas parce que très compliqué à mettre à l'adoption. Et du coup, vous allez limiter d'un point de vue quantitatif le nombre d'adoptions potentielles. Qui dit une limite quantitative dit qu'à un moment donné, vous allez provoquer en fourrière de l'euthanasie de chiens qui ne peuvent pas être accueillis par les refuges parce qu'il n'y a plus de place. Donc cet arbitrage-là, il est extrêmement complexe et faut bien comprendre les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que parfois, quand vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui crient au scandale parce que, je sais pas moi, une SPA, c'est arrivé il y a quelques mois, prend par exemple une décision d'euthanasie sur un chien, il faut savoir que c'est une décision aujourd'hui qui est très complexe à prendre, qui est subie par le refuge parce que personne ne le fait évidemment de gaieté de cœur, qui nécessite des arbitrages extrêmement complexes et à nouveau c'est pas quelque chose de binaire, c'est pas il faut prendre tous les plus compliqués parce que c'est ceux qui ont le plus ramassé dans leur vie, c'est pas il faut prendre que les plus simples parce que c'est là qu'on va en sauver le plus, faut chercher un équilibre. Si vous faites rentrer encore en plus de ça dans l'équation le paramètre du on prend des chiens qui viennent des dom-toms ou de l'étranger, alors là, vous rentrez dans l'équation un paramètre encore plus complexe parce que si vous acceptez de prendre des chiens qui viennent de loin, vous allez vous retrouver avec une masse d'un point de vue quantitatif, parfois de chiens qui sont plus facilement plaçables, extrêmement importante. Et donc, vous pourriez faire des chiffres de placement énormes et donc sauver beaucoup de chiens au détriment, hélas, des chiens qui, à l'échelle locale, peuvent déjà être maltraités et donc ont besoin d'être sauvés. Donc tout ça, c'est un arbitrage qui est très complexe. J'imagine que c'est un arbitrage qui est pas évident pour vous à mener. On essaye toujours de réfléchir en effet, on ne peut pas prendre que des simples, on ne peut pas prendre que des compliqués. C'est jamais simple, on essaye de faire au mieux et on essaye aussi de faire au mieux parce que notre refuge, on est en flux tendu tout le temps, il est rempli tout le temps. Si on avait 30 box de plus, on se poserait moins la question. Le problème, c'est que, et pour beaucoup de refuges… Et j'ai peur qu'à 30 box de plus, vous vous poseriez les mêmes questions parce que vous les rempliriez. Et hélas, on est loin d'avoir la capacité d'accueil aujourd'hui qui est nécessaire. Toi, Florian, avec une expérience qui est du coup plus récente en tant que chef d'équipe, tu t'attendais à ce qu'en refuge, il y ait autant de problématiques ou autant de besoins en termes d'éducation? Est-ce que tu pensais que les agents ou la SPA s'intéresseraient autant au sujet d'éducation? Et est-ce que, d'après ce que tu vois, on arrive aujourd'hui à y attribuer suffisamment de temps? Pas encore. C'est quoi ton regard assez neuf là-dessus? Non, je ne pensais pas qu'il y avait cette dimension d'éducation. Prenait quand même cette place-là. Il y a quelques années, j'étais déjà allé en SPA, moi, pour adopter un deuxième chien. Et globalement, ce qu'on voyait déjà, je parle de ça, c'était il y a 7-8 ans, c'était en effet beaucoup de molosses, beaucoup de têtes carrées. On voyait quand même la même typologie de chiens. Vous êtes combien d'agents pour vous occuper de 70 chiens, parfois même un peu plus? Par jour, on est 3 à 4. 3 à 4, ouais. 3 à 4, des fois un peu moins. Quand vous avez fait nettoyage, nourrissage, soins, que vous avez mis les chiens en parc de détente, rentré, que vous avez géré vos rotations de façon à ce que les chiens puissent, pour ceux qui le peuvent, aller une fois de temps en temps en parc de détente et autres, il y a une bonne partie de la journée qui est déjà mangée. Oui, oui. On fait un travail de pré-adoption énorme. On a des fiches de travail qu'on a mis en place avec Alexis, préventives, avec toutes les plus grosses problématiques qu'on peut avoir qui causent des retours d'adoption. On passe vraiment beaucoup de temps. Il faut se rendre compte que certaines adoptions de chiens complexes, ça nécessite plusieurs heures d'échanges, de travail, etc. Jackson, s'il est placé un jour, le placement aura coûté, je sais pas moi, peut-être 15 heures d'échange et de travail avec les adoptants.